Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Mon invité est un financier de carrière. Disons qu'il a longtemps veillé aux recettes de l'État. Mais il est aujourd'hui en retraite active, investi dans les métiers de la mer. Et c'est au large qu'il n'hésite pas, en attendant que le poisson morde, à affiner ses analyses économiques et financières. En ce début d'année, j'ai souhaité vous le présenter, vous le faire entendre. Il s'agit de Ferhat Aïtali. Ferhat Aïtali, bonsoir. Et merci d'être là. Alors, dois-je vous demander, vous présenter mes vœux et vous souhaiter une bonne année? Bon, évidemment, on souhaite tous une bonne année, quelles que soient nos perspectives futures. Mais pour autant, est-ce que cette année économique et financière s'annonce bien pour nous, Algériens? Dire qu'elle s'annonce bien pour nous, Algériens, c'est beaucoup plus une exagération, mais aussi dire qu'elle s'annonce très mal, c'est aussi une autre forme d'exagération. D'accord. Alors justement, je vous ai invité parce que je sais que vous êtes au plus près de ce qui se fait en matière économique, enfin que vous suivez en tout cas avec attention l'évolution de notre économie et de nos finances. Et donc, j'ai voulu un petit peu tâter le terrain avec vous en ce début d'année et voir si on n'exagérait pas. On a vu là qu'il y a quelques jours, des violences ont éclaté dans certains points de l'Algérie, notamment à Bjeïa. Alors, est-ce que cette inquiétude doit être est réelle, enfin? En effet, il y a une sorte de marasme beaucoup plus moral chez la population que réellement justifié par des augmentations, une dérive du train de vie général de la population. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin de l'année, beaucoup aussi de sphères politiques ont parlé de catastrophes sur le pouvoir d'achat induit par cette loi de finances 2017, ce qui n'est pas du tout vrai. Seulement la problématique de l'économie algérienne telle qu'elle se présente, le même problème date de 2013, de 2012, 2011. Il a été monté en épingle en 2017 pour la simple raison que, premièrement, la population s'est mise à s'intéresser aux lois de finances et à l'économie récemment, après les restrictions de 2016, après que la population se soit rendue compte que le train de vie qu'on avait ne pouvait plus être vraiment soutenu, et aussi parce que cet intérêt de la population a été pris en charge par des cercles politiques qui avaient, je ne sais pas s'ils avaient intérêt ou si c'était juste par esprit gaffeur, pour faire une sorte de surenchère sur les catastrophes à attendre de cette loi de finances. Il n'y a aucune catastrophe particulière qui ne soit due à des phénomènes qui précèdent cette loi de finances. C'est le cheminement général de notre gestion financière et économique depuis des années qui nous a menés là et qui peut nous mener un peu plus loin si on ne change pas de cap. Ce n'est pas cette loi de finances 2017. Et cette loi de finances ne corrige en rien les choses? Elle ne pouvait pas... Ou n'aggrave en rien les choses? Pas du tout pour ce qui est, parce qu'il faudrait vraiment appréhender ça sous tous les angles. Si on parle de loi de finances destinée à relancer une quelconque économie, je considère que le statu quo qu'il y a dans cette loi de finances aggravera les choses à moyen terme. Maintenant, si on considère la propension de l'État à essayer avec un minimum de moyens de maintenir les mêmes politiques sociales, ou même, je dirais, pseudo-sociales, qui permettent de maintenir une certaine stabilité dans le pouvoir d'achat et partant dans la société, je peux dire que ça n'aggravera pas la chose. Côté pouvoir d'achat, ce qu'on a constaté comme hausse de coûts, la fin du mois de décembre, n'a rien à voir avec la loi de finances qui n'était pas du tout entrée en pratique. C'est beaucoup plus l'effet induit par cette panique qui a été créée sur les effets fiscaux de la loi de finances qui a permis à beaucoup de commerçants, de tous les segments, du gros jusqu'au petit détaillant, de chevaucher justement cette sorte de panique sociale pour y intégrer leur propre marche. Donc la loi de finances, pour vous, n'est pas le facteur décisif, le facteur aggravant, c'est... Pas du tout. Pas du tout. En ce qui concerne ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, la loi de finances n'y est pour rien, à part bien sûr dans l'exploitation qui en a été faite à des fins, je dirais, peut-être politiques, ou peut-être même juste de positionnement politique. D'accord, mais un mot quand même sur cette loi de finances. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qu'il faut en retenir, c'est que le gouvernement est coincé dans le statu quo. Quand on fait pression sur les dépenses d'équipement,
qui sont non seulement génératrices de fiscalité, mais génératrices aussi d'un flux financier énorme vers les employés des secteurs qui sont concernés justement par ce budget d'équipement, mais aussi vers leurs propres fournisseurs. Parce que quand on donne 2000 milliards de dinars, à peu près 20 milliards de dollars au budget d'équipement, il faut croire qu'en payant les gens qui fournissent ce genre de services, du moins pour la partie locale, qui représente dans les 12 milliards de dollars, ces 12 milliards de dollars vont servir à payer en partie des salariés, à payer aussi des fournisseurs locaux. Ils vont créer une sorte de PIB à chaque valeur ajoutée. Maintenant, quand on escamote de 32 milliards de dollars à 20, les 12 milliards qui ont disparu vont se faire ressentir. Et là, on a été obligé de comprimer ce budget d'équipement pour maintenir un minimum, un strict minimum de dépenses de fonctionnement qui sont beaucoup plus un penchant acquis chez l'État de ces dernières années avec la hausse du baril, de financer coûte que coûte de dépenses improductives, de financer coûte que coûte ce qui a été appelé à un moment donné la paix sociale, au détriment du maintien de l'économie productive. Parce que, si je vous suis bien, la compression du budget d'équipement est une bonne chose pour vous. C'est une très mauvaise chose, justement. Ce que je disais, c'est qu'en maintenant cette fameuse politique sociale, qui n'est pas du tout sociale en réalité, et en comprimant les budgets d'équipement qui, eux, justement, servent à payer des gens qui ont au moins une spécialisation quelconque, nous allons tout droit à la catastrophe à moyen terme. Ah, mais je vous vois donc plus dubitatif par rapport à cette loi de finances. Donc, elle risque de devenir un facteur aggravant. Elle devient un facteur aggravant, mais pas comme le sous-entendent les gens qui sont sortis dans les rues, aussi les gens qui leur ont semé la panique dans la tête, parce qu'il faut croire aussi que j'ai vu des responsables politiques de la place crier au crime contre la population, appeler le président à retirer la loi de finances tout simplement. Et ça, c'est des partis agréés. Ces gens-là, ils ont mis dans la tête des gens que cette loi de finances allait toucher à ce qu'ils appellent leurs acquis sociaux et que ça allait aggraver leur pouvoir d'achat, elle allait le pousser vers le bas. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que, je le dis toujours, une certaine partie de notre population commerçante chevauche toujours les mauvaises décisions de l'État pour se sucrer au passage en lui collant justement les effets dévastateurs de ces mauvaises décisions. Moi, je l'avais dit aux représentants des impôts, il n'y a pas longtemps de ça, sur une chaîne publique, que toute augmentation d'impôts, vu l'accaparement d'un grand segment de notre économie par l'informel, allait profiter plus aux tenants de l'informel qu'à l'administration fiscale. Quand vous avez un commerçant qui est à l'IFU, qui a un impôt forfaitaire unique, qui est devenu symbolique vu sa rentabilité pour l'État, franchement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut appeler ça un impôt avec 16 milliards de dinars de rentrée annuelle, 160 millions de dollars pour je ne sais pas combien de dizaines de milliers de redevables à Satifou. Ces gens-là, ils ne sont pas taxables à la TVA parce qu'elle est incluse dans cet impôt forfaitaire. Mais quand il y a une augmentation des fameux 2 points, ces 2 points qui ne sont rien, en réalité c'est 20 dinars pour 1000 dinars, eux, ils ne les intègrent pas dans leur future fiscalité à payer. Ils ont négocié un forfait qu'ils peuvent même renégocier à la baisse sous prétexte de crise. Par contre, ils intègrent ça dans la structure de leur prix. Celui qui est à l'IFU facture exactement la même chose en TTC sur un produit de consommation courante que celui qui est au réel. Et là, on se retrouve avec une administration fiscale qui, faute d'appréhender l'intégralité de la masse fiscale fiscalisable en Algérie, trouve toujours le moyen d'essayer de se rattraper sur les taux. Alors, ça, moi, j'ai envie de croire que au plus haut niveau de l'État, on y pense régulièrement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ces choses continuent d'être ainsi? Je crois qu'au plus haut niveau de l'État, faute de prospective durant les années fastes, on est passé directement de l'optimisme BA à la panique assez quand même évidente quand il y a eu un retournement de flamme sur les marchés des hydrocarbures. Donc ça, c'est une certitude, il y a une panique au niveau des hautes institutions. On le voit quand on voit que les hautes institutions de l'État délèguent des responsables de structures, je ne dirais pas de décision, mais de structures d'exécution pour expliquer des textes législatifs et expliquer des politiques économiques. Donc on met des fusibles, c'est ça? Franchement, dans tous les pays du monde, quels que soient les cercles qui ont contribué à élaborer une loi de finances,
Son explication, sa mise en pratique, la tranquillisation des masses relève du pouvoir politique. Et quand je parle du pouvoir politique, c'est le ministre du secteur. D'accord. Ferhat Aït-Ali, j'aimerais savoir qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui avait fait l'essentiel de sa carrière dans l'administration. Pas vraiment, pas vrai. J'ai pas fait beaucoup dans l'administration, c'est 10 ans. Ouais. J'ai démissionné à une époque où j'estimais que l'État, à cette époque-là, il y avait un premier ministre qui est venu juste après Mohamed Boudiaf, et j'ai estimé qu'avec ce premier ministre-là, l'administration était devenue quelque chose comme... Vous voulez parler de qui, qu'on soit D'accord. Il a une conception de l'économie qui n'est pas la mienne, il a une conception de la société qui n'est pas la mienne. Donc franchement, je me voyais très mal fonctionner en tant que fonctionnaire, même à petit niveau, dans sa vision de l'État. Oui. Et vous êtes sorti sans être contaminé, je dirais, par le phénomène bureaucratique ou... Personnellement, non. Je ne pense pas avoir été contaminé, autrement je ne serais pas sorti. Je serais resté, rien ne me poussait à sortir. Hein, j'étais bien, j'avais un bon poste, un bon salaire, de bons collègues. Donc je n'avais pas de problème avec les supérieurs. Votre parcours m'intéresse parce que j'ai l'impression que vous évoluez en électron libre, à délivrer donc vos analyses financières un peu actuellement sur tous les plateaux. Vous n'êtes pas dans un parti politique? Non, pas du tout. La politique vous intéresse ou non? Évidemment, de toute façon, déjà quand on intervient au niveau social, pour être écouté, c'est déjà une forme d'activité politique, mais pas de politique au sens organique ou au sens professionnel du terme. Moi, si je n'estimais pas, jusqu'à 2009, je n'avais aucune visibilité comme ça médiatique. Si je n'estimais pas à partir de 2013 qu'il y avait un projet que j'estimais dangereux à l'époque, et qui a été arrêté d'ailleurs fortuitement grâce à la chute des prix du pétrole, en l'occurrence le fameux projet des gaz de schiste, je n'aurais pas intervenu. Je serais resté dans ma coquille, dans mes intérêts, dans mon activité habituelle avec ma famille. Donc c'est le gaz de schiste qui vous a fait sortir de vos gonds? La première fois c'était le gaz de schiste parce que quand j'ai vu que d'aucuns pensaient améliorer les recettes du pays en copiant le modèle américain, alors que moi j'estimais à l'époque que le modèle américain consistait à casser les cours par investissement risqué, même à perte, dans les schistes américains. Mon point de vue, que je garde jusqu'à présent, est que les Américains ont gagné beaucoup plus de milliards de dollars en cassant les cours sur leurs importations d'hydrocarbures grâce à ce schiste qu'ils n'en ont gagné à l'extraire lui-même. D'accord. Donc c'était une politique pour contrer... C'est toujours la même politique. Quelqu'un qui a besoin de 15 millions de barils jour à importer, qui les réduit à 10 millions, et qui importait 15 millions à $110, qui se remet à produire 5 millions à ses frais, maintenant ça lui coûte à peu près à $30-35 maximum, et qui achète les 10 millions à $50 au lieu de les acheter à 110, j'ai fait un petit calcul, c'est de l'ordre à peu près de $350 milliards d'économie annuelle. Quand les Algériens voulaient faire la même chose, je leur ai dit, écoutez, ceux qui profitent aux fournisseurs ne peuvent pas profiter aux clients. On ne peut pas, les Américains ont des gains sur leurs importations. Vous êtes exportateur net, vous comptez gagner quoi dans cette opération? Vous avez dit que les Algériens voulaient faire la même chose, ils ne veulent plus le faire. Que devient le gaz de schiste aujourd'hui? De toute façon, le gaz de schiste aujourd'hui, pour une économie rentière... Enfin, il est toujours sous terre. Mais... Non, il ne va pas aller loin. Mais pour une économie rentière, et pour une fiscalité qui prélève 70% des recettes brutes des hydrocarbures de chaque exportation, ce n'est pas intéressant. Le gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique, quand il dégage une petite marge, ne finance pas une économie rentière. Il a des avantages fiscaux énormes. L'État fédéral américain ne prélève pas plus sur le pétrole qu'il ne prélève sur le maïs. Pour lui, c'est un produit, ni plus ni moins. Donc, les propriétaires des terrains en location, en redevance, ils prélèvent beaucoup plus que le gouvernement fédéral. Ferhat Aït-Ali, pour en revenir à vous, alors actuellement, vous êtes entrepreneur. Bon, pour l'instant, je gère une boîte de pêche. Très bien, qui rapporte? Qui rapporte de quoi payer ses équipages et un petit peu... D'accord. Un mot sur ce monde de la mer et de la pêche? Je dirais qu'en ce moment, si je parle de ce monde en général, c'est un monde exaltant qui emploie quand même 73 000 personnes. Mais si j'en parle dans l'état actuel des choses, dans sa situation actuelle, il est sinistré. Pourquoi? Au niveau national, il est sinistré parce que justement, grâce à la rente pétrolière, le gouvernement a toujours considéré que c'était la 5e roue de la charrette. Peut-être même la 6e roue, après le tourisme. Nous avons quasiment abandonné à leur sort et à la bureaucratie des secteurs qui, dans tous les autres pays, même quand ils ne sont pas rentables
arrive quand même à s'assumer en termes de charges, mais arrive aussi à faire le cachet de ce pays. On ne peut pas parler de tourisme sans pêche, qu'elle soit artisanale ou industrielle. En Espagne, la pêche ne nourrit pas le royaume d'Espagne, mais ceci dit, la pêche espagnole, particulièrement celle qui est en Ibérie, elle fait partie du cachet local. Ici en Algérie, à un moment donné, nous nous sommes retrouvés avec deux villes phares, la ville d'Alger et la ville de Hazim Saoud. Et quand je parle de la ville d'Alger, c'est même pas la côte, hein, c'est même pas le port. Alors, quels sont aujourd'hui les gros points noirs de notre économie, hein, vu de loin comme ça par vous, et comment vous verriez les choses? Qu'est-ce qu'il faut s'appliquer aujourd'hui à faire vite pour redresser les choses? Déjà, il faut sortir de la mentalité du statu quo. Savoir que l'économie algérienne ne peut pas survivre à 2 ans de statu quo encore. Et quand je dis 2 ans de statu quo, ce n'est pas théorique. Prenons par exemple tout le tissu industriel existant et tous les investissements déjà consentis depuis les années 80 à ce jour, et ceux que justement on compte lancer, qu'ils soient publics ou privés. Dans l'état actuel des choses, la masse monétaire locale en circulation, si on devait la prélever intégralement, on ne pourrait pas assumer des chiffres d'affaires suffisants pour prendre en charge ces secteurs productifs et en même temps financer les créances bancaires. Les créances qui, comme par hasard, augmentent chaque année de 8 à 10% d'intérêt. Alors franchement, quand par exemple, je vous donne le secteur public à titre d'exemple, quand vous avez quelque chose comme 4 000 milliards de dinars, approximativement 40 milliards de dollars de créances sur un secteur public qui de toute façon ne remboursera pas. Il n'en a ni les moyens, ni la volonté, ni la vocation. Et que vous lui sortez chaque année 8% d'intérêt. Ces intérêts-là qui ne vont pas vous payer, vous les sortez d'où? Tout ça, c'est de l'émission monétaire. Et cette émission monétaire, il faudrait bien la compenser par quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des comptes de la nation qui sont tout à fait faux, qui sont tout à fait gonflés. C'est comme la fameuse dette américaine. Tout le monde la voit, elle est gigantesque, mais personne ne sait qui la doit à qui. Et nous nous sommes retrouvés pratiquement dans un scénario de ce genre, mais en autarcie. Parce que tout se passe en monnaie locale, alors que réellement l'argent, il est sorti en monnaie étrangère. Quand je vous finance une usine, je vous donne des dollars. Mais moi, qu'est-ce que j'inscris sur votre ardoise? Des dinars. Ouais. Alors vous êtes censé prélever des dinars pour me rendre mes dinars. Mais le malheur, c'est dans cette histoire-là, c'est que si vous ne me rendez pas mes dinars, moi je vais encore sortir d'autres dinars pour essayer de vous les pomper. Vous n'avez rien à récupérer dans la société. Donc on est dans un jeu factice, un jeu d'écriture. Exactement. Et oui. Quel va être le réveil demain? Et justement, le réveil, si le plus tôt il se fera, et que des gens se mettent à table et essayer de disséquer tous les comptes de la nation, que ce soit ceux du Trésor, que ce soit ceux des banques, que ce soit les créances fiscales d'ailleurs que le ministre a décidé de balayer, certaines créances fiscales qui sont cocasses et farfelues, les fameux 100 milliards de dollars de créances fiscales, que d'aucuns veulent recouvrer, je ne sais pas d'où, mais que le ministre a décidé d'éliminer. Eh bien, les banques, pratiquement tous les comptes du pays, le Trésor, sur certaines de ces émissions, on devrait remettre tout ça sur le tapis et comparer avec ce que nous avons comme actifs, les actifs viables. On devrait faire passer les actifs avant les créances. Et les actifs non viables, quand je parle d'actifs non viables, il y en a même qui sont fictifs. Il faudrait quand même voir s'il n'y a pas lieu de récupérer quelque chose pour éponger les créances ou bien d'oublier qu'on a des créances. Parce que quand on a un faux actif, le problème c'est qu'on se fabrique un vrai passif. D'accord. Et le passif, il gonfle avec le temps. Sur l'amnistie fiscale, certains la demandent. Est-ce qu'elle pourrait apporter du bon à l'économie? Une amnistie fiscale, à partir du moment où nous disons aux gens qui sont dans l'informel par vocation, moyennant une petite dîme, vous pouvez nettoyer plus ou moins votre argent. Bien que légalement, cette petite dîme, je l'estime comme étant grosse, hein, parce qu'on ne peut pas réclamer 20 ans de fiscalité non payée cette année. On n'a le droit de réclamer que 4 ans. Il y a une prescription fiscale. On ne peut pas dire aux gens, on va vous faire des calculs depuis que vous avez commencé à faire du commerce. Donc les 7% représentent globalement un petit peu le taux général divisé par un certain nombre d'années pour ne garder que les dernières. On ne peut pas proposer ça à d'éventuels fraudeurs parce qu'on les conçoit comme ça. Et en leur rajoutant un paragraphe dissuasif, en leur disant vous avez intérêt à ce que votre argent soit propre. Reste à prouver qui doit prouver que c'est propre ou sale. Et garder des gens qui travaillent dans la sphère réelle sous la menace de redressement farfelu, de contentieux qui datent de plusieurs années tout aussi farfelus. Quand on parle d'amnistie, il faudrait peut-être penser à ceux qui ne sont pas
entrer directement dans l'informel de plein pied en premier avant de penser à ceux qui sont dans l'informel. Sur une amnistie générale, est-ce que vous pensez que l'argent qui est à l'étranger pourrait revenir ou il ne reviendra jamais? Non, l'argent qui est à l'étranger, il faudrait savoir aussi que si on parle d'amnistie fiscale, elle ne concerne pas l'argent qui est à l'étranger. Parce que cet argent-là était censé être taxé en dinars, pas en dollars. Il n'était pas censé être à l'étranger. Là, on parle d'infraction de change. Et si cet argent appartient à une partie qui n'est pas censée le posséder. Oui, mais on parle d'amnistie, là. Non, si on parle d'amnistie, là, vous parlez d'amnistie générale. Là, on sort du fiscal. Maintenant, c'est une sorte de remise des comptes à zéro. Oui. Si cette remise des comptes à zéro est précédée d'un plan précis qui permettra à chacun, qui obligera bien sûr en même temps chacun à entrer de plein pied dans un cycle de production, un cycle vertueux, mais un cycle de production dans lequel il trouvera aussi un marché interne. Et en éliminant aussi tous les textes les petits papillons de l'administration qui ont vicié l'ancien circuit économique. Parce qu'il faut croire aussi que c'est informel. Et toutes ces malversations ou infractions, voulues ou non voulues, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une volonté délictuelle chez les Algériens. C'est le fruit d'un cheminement où pratiquement chacun a mis du sien, à commencer par l'administration, qui, croyant tout canaliser vers elle et vers son emprise, a réussi quand même à chasser le maximum de gens vers une sphère où on n'arrive même plus à les repérer. L'argent de l'État placé à l'étranger, nos réserves, est-ce qu'elles sont bien placées, selon vous? Bien placées, encore faudrait-il savoir. Est-ce qu'on les gère bien? Encore faudrait-il avoir plus d'informations. Où elles sont. Ouais. Mais ceci dit, et pourquoi justement rien ou peu de choses? De toute façon, pour ce qui est de la rétention des informations de comptabilité publique, la Banque d'Algérie n'est pas la seule. Les situations, on ne demande pas où est l'argent, les situations mensuelles, comme leur nom l'indique, normalement, la loi prévoit leur publication au journal officiel dans le mois qui suit. Ouais. Tout ce matin, j'ai jeté un coup d'œil, on en est encore à août. Donc ça veut dire qu'il nous manque quelque chose comme 4 mois. Et celle de août, elle est arrivée avec celle de Bon, mais de ça juillet. va sortir, ça c'est peut-être une question. Et non, parce que le problème, vous ouais. savez, quand vous me remettez un bilan avec 2 ans de retard ou 2 mois de retard, ce n'est pas du tout la même chose. C'est que la jauge du réservoir, je ne la regarde pas quand je suis en panne sèche. Alors la question, pourquoi c'est fait comme ça? Justement, ça c'est une propension de notre administration et de certains administrateurs promus politiques. Ils ont toujours fait dans la rétention vis-à-vis de leur chef, vis-à-vis de leurs subalternes. Mais quand ils quittent le bureau pour devenir des politiques, ils ont gardé cette déformation qui est à la limite de l'infractionnel. Aujourd'hui, pour les comptes de la nation, c'est vraiment des comptes privés, ce n'est pas des comptes privés. Sur la convertibilité du dinar, il faut y aller ou pas? La convertibilité du dinar, il faudrait déjà unifier les taux. Quand je parle d'unifier les taux, pas avec l'informel. Parce que l'informel n'est pas vraiment ce qu'on appelle le marché informel, qui est vraiment le marché réel d'accès à la devise. Ce n'est pas vraiment le point de repère réel. Aujourd'hui, il faudrait déjà convertir un maximum de devises pour les besoins logiques de la population. Déjà, enlever cette inaccessibilité à la devise sous une autre forme que commerciale. Parce que les Algériens, comme tous les peuples du monde, comme n'importe quel élément liquide ou solide, quand on le pousse trop, ils trouvent une faille par où sortir. Ils ont trouvé le moyen maintenant de s'alimenter à travers justement la surfacturation qui alimente Square. Un phénomène de pression crée toujours un joint qui saute en aval. Il faudrait déjà pomper ce qu'il y a dans le square, non pas en les attaquant comme la dernière fois, mais en permettant quand même aux citoyens algériens d'avoir accès à un minimum de devises. Encore, vous disiez qu'on les a attaqués la dernière fois, et justement, encore un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que ça a repris 2 jours après. C'est idiot, à l'époque j'avais dit que c'était une blague de mauvais goût. C'est le besoin en devises pour le gros de la population qui a créé ce phénomène. Et c'est pas spécialement le square. On peut vendre dans une mosquée, dans un restaurant, on peut vendre où on fait. Les Algériens, ils arrivent toujours à se débrouiller. Mais réellement, si chaque Algérien qui a les moyens, bien sûr, parce qu'il faut avoir les moyens. Quand je vous donne 2000 € par année en change au lieu des 120 misérables euros, là, il faudrait quand même avoir quelque chose comme 240 000 dinars. Dans un pays où la moyenne salariale est de 39 000 dinars, et encore, quand on fait la moyenne entre les 700 000 dinars du ministre et les 18 000 de 200 bonhommes, pour trouver les 39 000 dinars, vous connaissez beaucoup d'Algériens, vous qui ont 240 000 dinars pour un change, il n'y en a pas beaucoup. Donc, franchement, chaque fois que je donne 2000 € à quelqu'un en banque, je l'empêche d'aller au square. Et quand il ne va pas au square, les gens qui vendent au square, ils vont finir par vendre chez moi parce que le gros de leur clientèle, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui me dit que le gros de la clientèle, c'est de gros importateurs qui ont des affaires, je dirais à la limite, délictuelles.
Quand je leur retire tous les Algériens qui sont obligés par la force des choses d'aller là-bas, ceux-là, ils ne sont pas assez nombreux pour être repérés. Franchement, ce n'est pas une dizaine ou une vingtaine de gros bonnets qui vont occuper cette place. Vous savez que le taux est annoncé tous les jours sur les réseaux sociaux. Hein, si on veut... Le fameux taux de la fameuse bourse. Ouais. Sur l'endettement extérieur, oui. Alors on y va déjà et on commence à y aller. Bon, et est-ce qu'il faut prononcer la chose désormais? Disons que le fameux prêt de la BAD, c'était pour lever un tabou. Et un tabou que ce n'est pas la population qui l'a créé, c'est les responsables eux-mêmes. En prétendant que c'est bon pour l'Algérie, l'endettement, c'est du passé. Et on avait même dit que c'était la plus grande réussite des 15 dernières années, c'était le remboursement de la dette. Et maintenant, on s'est endetté, mais on va continuer à s'endetter, mais dans des limites vraiment très modestes, non pas par manque de volonté de s'endetter, par manque de créanciers. Sérieusement, si on doit s'endetter pour s'équiper, si on doit laisser les entreprises s'endetter sur des projets qui tiennent la route, on trouvera des créanciers. Et ce ne sera pas une mauvaise idée quand même de soutenir des entreprises qui s'endettent pour lancer réellement des projets fiables. Par contre, si c'est pour s'endetter pour les fameux déficits engendrés par l'escamotage des dépenses d'équipement au profit du fonctionnement, je ne pense pas qu'il y ait le moindre créancier qui va marcher à plus de 2 milliards de dollars par an et encore étalé sur 5 ou 10 ans. Donc on n'aura jamais Est-ce que vous pensez qu'avec les mêmes hommes, on peut transformer l'économie? Ce n'est pas évident du tout. Pour la simple raison que les hommes, c'est des mentalités, c'est des cheminements. On ne peut pas avoir blanchi sous le harnais pendant 30 ou 40 ans avec une logique donnée où pratiquement on est en amont et en aval de la rente, sans aucune imagination économique, qui subitement se muait comme ça, par je ne sais pas par quel réflexe, en capitaine d'industrie. C'est comme l'histoire des Wali qui doivent maintenant créer l'activité, qui doivent ramener de la fiscalité, alors qu'ils ont toujours été l'inverse. Ils ont cassé l'activité, ils ont dispersé la fiscalité. Maintenant, ils empêchent même les gens d'investir. Dans les zones industrielles, ils trouvent des fois toutes sortes d'entourloups pour les empêcher d'investir. Comment alors, dès lors, d'abord, est-ce qu'on peut trouver les hommes ailleurs ou faut-il les trouver dans la jeunesse? Ils sont ici, dans les mêmes administrations. Est-ce qu'il faut les faire venir d'ailleurs également? Pas du tout. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème. Maintenant, il ne s'agit pas de l'origine de la personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est implantée à l'étranger ou en Algérie. Il s'agit de ce qu'elle propose. Maintenant, dans les mêmes administrations. Oui, mais à condition de les laisser s'exprimer. Il faut avoir des terrains d'expression pour pouvoir repérer. Il faudrait aussi poser leurs conditions, parce que quelqu'un qu'on ne laisse pas s'exprimer et qui s'incruste quand même, c'est quelqu'un qui ne vaut pas mieux que celui qui ne l'a pas laissé s'exprimer. Moi, je crois que participer à un projet, c'est y participer avec ses idées. Si on ne s'entend pas sur le gros du projet, autant ne pas s'associer. Maintenant, il y a des gens, ils viennent, il a une vision du monde, ils s'impliquent avec des gens qui n'ont pas du tout sa vision. Après, il suit la leur, quelques temps plus tard, il vous dit, vous savez, moi j'ai ma vision, mais la RALB, vous n'étiez pas obligé de rajouter votre soumission à leurs égarements. Si vous avez un plan, sur le docteur Jiba Masson, il a un plan tordu, il vous suit. Et c'est la maison tombe, et la RALB, c'est votre plan. Ça ne tient pas la route. Ça va être difficile de redonner confiance, de redonner de la positivité autour de nous tous. Alors, on voit bien que les discours partout, à tous les étages, sont sceptiques. Et comment transformer tout ça? La confiance, c'est un projet. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de ressources. Hein. La confiance, c'est un projet, c'est des chiffres clairs. C'est aussi un accès des gens à l'information réelle. Et quand je parle de confiance, il y a aussi... et à la liberté d'action et d'expression. Mais évidemment, la liberté d'action et d'expression ne sont pas vraiment réprimées ici, parce qu'il y a certaines expressions... Non, je parle sur le terrain économique. Justement, sur le terrain économique, je peux vous dire que dans l'opposition et dans la population, il y a beaucoup plus d'adversaires à la liberté d'action économique que dans les sphères dirigeantes en ce moment. Hein. Cette agressivité envers tout ce qui peut représenter une richesse ou une réussite, ce n'est pas un mal inhérent
au gouvernement algérien ou au pouvoir algérien. C'est pratiquement quasi génétique chez une bonne partie de la population oui, aussi. Tout à fait. Il y a même des bonnes décisions qui sont prises, mais qui sont entachées de scepticisme. Oui, mais des fois de bonnes décisions aussi qui sont retardées parce que le gouvernement préfère faire dans le populisme. Ils ont fait de la surenchère. Je ne veux pas. Non, moi je ne parle pas de ce principe. Je parle du principe que quand on a la destinée d'une population en main, il ne s'agit pas de lui faire plaisir, il s'agit de la sauver. On ne peut pas aller droit dans le mur pour éviter de... Et c'est à ce niveau qu'on peut parler des subventions publiques. Donc est-ce qu'on est sur le bon chemin là aussi? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement se gargarise encore pour rassurer, pour empêcher que ça dégénère, de dire nous ne touchons pas aux subventions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne partie de la population n'est pas pour ces subventions ni pour leur maintien. Et quand je parle de ça, ce n'est pas la population aisée. Le gros de la population qu'on considère comme étant ciblée par ces aides-là n'est pas du tout féru de ces subventions. Les gros défenseurs de ces subventions, c'est ceux qui normalement ne devraient jamais y toucher. Mais évidemment, ils défendent plus des intérêts que des aides. Moi, je pars du principe qu'il est difficile aujourd'hui de supporter 2 milliards de dollars entre le lait et les céréales, dont une bonne partie, lait et céréales, partent dans de mauvaises mains, 10 milliards de dollars sur des carburants, dont 2 milliards finissent en contrebande, sur 500 milliards de dinars sur les logements sociaux, qui n'ont de sociaux que le nom. Pratiquement, quand on voit les têtes qui traînent dans ces cités, et la manière dont c'est attribué, dire que c'est social, c'est une hérésie. Il va falloir quand même que le gouvernement décide de faire du vrai social. Et le vrai social, à mon sens, c'est qu'on commence par l'utile. Et quand je dis l'utile, c'est pas le riche, l'utile, celui dont on a besoin pour que le bateau ne coule pas. Je vois très très mal, moi, un enseignant, un médecin, un prof d'université, un mécanicien qualifié chez SNV ou ailleurs, chez le privé, quelqu'un qui a une plus-value à apporter à la société, être refusé dans un dossier de logement parce qu'il n'a pas fait 8 gosses dans une baraque. Et là, c'est vrai, c'est pas du social, ça c'est du vol qualifié, dans lequel 2 catégories de la société, les parasites d'en bas et ceux d'en haut, se sont associés pour couler tout l'édifice. Et comment faire la différenciation? C'est difficile, c'est une équation qu'on n'a pas réussi à résoudre encore. D'autres, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a qu'en Algérie que certaines équations sont devenues quasiment insolubles, alors que dans tout le voisinage, y compris chez les plus pauvres, y compris chez les plus sous-gouvernés, ce genre de problématique ne se pose pas. Mais dès que ça arrive en Algérie, ça devient vraiment un problème insoluble. Ça ne tient pas la route. C'est parce que dans nos têtes, nous avons intégré que c'était insoluble, et les gens qui ont intérêt à ça arriveront toujours à nous faire intégrer que c'est insoluble. Je pense qu'on n'a pas à inventer le fil à couper le beurre. Quand un train part dans une pente raide, sur une montée, est-ce qu'il alimente la locomotive ou le dernier wagon en charbon? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à notre jeunesse pour qu'elle puisse reprendre confiance aujourd'hui? Notre jeunesse n'est pas totalement, intégralement méfiante. Ils n'ont pas tous perdu leur confiance. Mais beaucoup de jeunes que je rencontre me disent à quoi servent les études si au bout du compte... je n'aurai pas ce que je pourrais dire à celui qui tient cette logique-là que même si lui venait à l'idée d'aller ailleurs, les études serviront ailleurs. Même s'il ne devait pas trouver un boulot, les études servent. Oui. Maintenant, quelqu'un qui part de la logique qu'il faut qu'on étudie pour manger, là, ce monsieur n'a pas vraiment étudié. Le problème, c'est qu'ailleurs, c'est bouché aussi maintenant. Oui, mais ailleurs ou ici, sans études, oui. C'est mal barré. Farhat Aït-Ali, vous avez envie de devenir ministre? Pas du tout. Pour changer les choses. Je vois que votre discours est fluide, que vos idées sont très libres de... À la limite, moi j'ai cette vision des choses. C'est une vision qui vaut ce qu'elle vaut. C'est ma vision personnelle, c'est celle d'un citoyen. Celui qui estime qu'elle est juste, il peut l'appliquer lui-même. Celui qui estime qu'elle n'est pas correcte, il passe son chemin, il applique la sienne, et c'est tout. Mais bon, on n'a pas vraiment besoin de s'asseoir à une certaine table pour faire passer... Vous êtes optimiste quand même? Évidemment, de toute façon, on a vu pire que ça. Je ne vois pas la catastrophe au bout. Quand je dis la catastrophe, économiquement, effectivement, on peut se retrouver dans une impasse. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un cataclysme. On n'a pas traversé 5000 ans pour, comme ça, disparaître dans un trou noir juste parce qu'on a été sous-gouverné économiquement parlant pendant quelques années. Le baril de Brent est aujourd'hui à près de $57.
C'est une bonne chose qu'il remonte? J'ai vérifié à 14 heures, il était à 56. Mais ceci dit, 57, 58 ou 56, je crois que c'est une bonne chose qu'il remonte pour le gouvernement, mais pas pour l'économie algérienne. Ça permettra de boucler les budgets, mais ça ne permettra pas de rebondir sur un nouveau système économique. Alors que souhaitez-vous aux Algériens pour 2017? Et ce sera le mot de la fin. De toute façon, je leur souhaite déjà une bonne année, mais je leur souhaite aussi de comprendre que la situation n'est ni aussi belle que le prétendent les tenants du statu quo, ni aussi grave que le prétendent les tenants du désespoir. Qu'il faut quand même avoir des devoirs pour avoir des droits. Farhat Taït Ali, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, un beau témoignage et une belle expression de M. Farhat Taït Ali. Je vous souhaite également une belle et heureuse année 2017. Bonne soirée.